Alors bonjour, il me fait plaisir de vous rencontrer pour une quatrième séance d'enseignement sur le cours Maths 0141 sur la géométrie 1. Donc, il sera question des modules 5 et 6. La séance devrait durer en moyenne peut-être 45 à 1 heure. Alors, je vais vous présenter d'abord l'interface web sur Moodle. Donc, je vais vous partager mon écran. Attendez un petit instant, il y a un petit problème technique. OK. Donc, le partage est maintenant fait. Attendez un instant. Donc, pour le module 5, c'est la géométrie dans l'espace et le conflit vue-su. Donc, je vous présente d'abord les rappels mathématiques. On va réviser ensemble les contenus en lien avec les droites et les plans dans l'espace. Donc, premièrement, on parle de position relative de deux droites dans l'espace. Deux droites dans l'espace, ils peuvent être soit coplanaires, ils sont alors séquentes ou parallèles. Ils sont non coplanaires, ça veut dire qu'il n'existe aucun plan contenant à la fois ces deux droites. Et les deux droites de l'espace sont parallèles si elles sont coplanaires. Donc, si on voit ici, par exemple, dans l'exercice, vous devez compléter les mots manquants. Donc, j'ai effacé une première vérification. Si on considère, excusez-moi, le parallélépipède de l'image, un parallélépipède, c'est la même chose qu'un prisme en base rectangulaire. Donc, les droites BG, qui sont ici, et la droite BA, ici, euh, ils se coupent, donc ils sont séquentes. Ensuite, je regarde les droites GE puis BD, GE, puis BD. On remarque qu'elles sont parallèles. Les droites FA et FD, si je regarde FA par rapport à FD, attendez un petit peu, FA et FD. FA et CD, excusez-moi. FA ici, puis CD ici. Ils sont coplanaires. Non coplanaires parce qu'ils sont pas dans le même plan. Bon. Il faut vraiment compléter les espaces. Les droites GE puis EH. GE avec EH. Non, EH ici. Je dirais qu'ils sont dans le même plan, sont coplanaires. On vérifie. Ah, on voit que je me suis trompé. Je clique sur voir la correction. J'avais tout simplement mal écrit coplanaire. Alors voilà ce qui explique. Ensuite, vous avez position relative de deux plans dans l'espace. Ils peuvent être deux possibilités séquents. Leur intersection est une droite, comme on voit à la droite ici de l'image. Finalement, parallèle, il n'y a aucun point commun où ils sont confondus. Donc, vous avez le premier exemple de plan strictement parallèle ici, et là, des plans confondus sont tout simplement l'un à l'intérieur de l'autre. Donc, si on voit l'exemple ici que j'ai donné, je vais aller un petit peu plus vite. Vous voyez apparaître des réponses, mais vous pouvez vous pratiquer. Euh, les plans A, F, E, B, C, H sont parallèles. Les plans B, C, D, B, C, D, puis l'autre, le plan A, B, D. Donc, A, B, D sont confondus. C'est effectivement le même plan. Les plans GBE puis GBF, GBE, GBF, ici,
Ils sont séquents parce qu'ils se croisent par rapport à une droite, une intersection. C'est la droite GB. Ensuite, on parle de position relative d'une droite et d'un plan. Une droite peut être séquente à un plan. La droite et le plan ont un seul point commun, parallèle à un plan. La droite et le plan n'ont aucun point commun, où la droite est contenue dans le plan. Donc, vous avez les trois exemples ici. Droite et plan parallèles. Droite et plan strictement parallèles. Vous avez une droite incluse dans le plan. Vous avez droite et plan séquent. Vous avez droite perpendiculaire et orthogonale. Premièrement, deux droites coplanaires séquentes selon un angle droit sont perpendiculaires, comme en géométrie plane. Deuxièmement, deux droites D1 et D2 sont orthogonales si et seulement s'il existe une droite D1 prime telle que D1 et D1 prime soient parallèles et que D2 et D1 prime sont perpendiculaires. Puis à la fin, vous avez tout simplement les différents résultats que j'ai fait avec vous. Bon. Ensuite, je m'en viens à une vidéo qui parle des difficultés par rapport à la géométrie spatiale, puis aussi avec la preuve. Je vous parle vraiment maintenant, c'est à partir de mon propre mémoire de maîtrise en mathématiques complété en 2016. On a vu plusieurs difficultés en lien avec l'apprentissage de la géométrie spatiale. Cela entraîne la nécessité de cultiver chez les élèves du secondaire des compétences telles que la perception spatiale, la visualisation spatiale et la connaissance spatiale. Ça s'avère essentiel pour résoudre efficacement des situations problématiques dans l'espace. Qu'est-ce qu'on entend par perception spatiale? Bon, les études avec les enfants menées par Piaget ont mis en évidence la nécessité de distinguer entre l'espace perceptif et l'espace représentatif pour mieux comprendre la séquence d'acquisition des propriétés géométriques. Piaget soutient que dans le développement individuel, la perception précède la représentation, affirmant que l'espace perceptif se construit beaucoup plus rapidement que l'espace représentatif. Lorsque nous analysons la structure géométrique d'un objet, nous nous concentrons sur les aspects de sa forme en faisant abstraction du matériau avec lequel il est fabriqué. La perception spatiale peut se produire non seulement en présence d'un objet 3D physique, mais aussi en présence d'une représentation plane d'un ou de plusieurs objets 3D. Il convient de noter que la perception spatiale est une compétence qui requiert des ressources, notamment la capacité d'une personne à percevoir afin de résoudre efficacement une situation donnée, en l'occurrence une situation problématique impliquant au moins un objet 3D. Toutes les compétences se développent par l'expérience et nécessitent un entraînement spécifique. La visualisation spatiale, selon Dion, Palacio et Papillon, la visualisation spatiale peut être définie comme suit. Après avoir observé un objet, sa visualisation consiste à mémoriser suffisamment d'images partielles de celui-ci pour être capable de reconnaître des objets similaires. Il existe deux types de visualisation. La visualisation externe, qui est une forme de visualisation directe, impliquant une approche locale pour identifier les composants d'un objet 3D physique ou pour créer une représentation 2D. Et la visualisation interne, pardon, qui est de nature mentale et résulte d'un processus de création d'images mentales. Il est important de noter que la visualisation n'est pas synonyme de perception. Elle est intrinsèquement plus complexe. Lorsque nous observons un objet 3D réel ou l'une de ses représentations, par exemple un dessin en 2D sur une feuille de papier ou un écran numérique, nous percevons par le biais de nos organes sensoriels, principalement nos yeux, des parties spécifiques de l'objet 3D. Celles qui sont immédiatement accessibles à la vue. La perception spatiale s'exerce de manière exploratoire grâce à l'utilisation physique de l'œil, de la main, voire de l'ensemble du corps. Cependant,
Ce que nous percevons spatialement ne nous donne que rarement une vision complète de l'objet 3D. Par exemple, certaines parties du solide peuvent être cachées. C'est pourquoi il ne faut pas réduire la visualisation à la seule perception spatiale, car la visualisation permet de rendre visible une grande partie de ce qui échappe à la seule perception spatiale. Pour les connaissances spatiales, ce sont les processus par l'entremise des cinq sens conduit l'apprenant à contrôler, anticiper, communiquer les états, les transformations ou les déformations des données, forme, position, orientation d'objets relatifs à l'espace à 2D ou en 3D. Par exemple, être capable d'anticiper la forme, l'apparence d'un solide d'après son développement relève des connaissances spatiales. Donc, Tremblay résume ainsi les connaissances spatiales selon les habiletés suivantes. Premièrement, être en mesure de discerner les délimitations des objets géométriques ainsi que les organiser dans un modèle théorique avec des éléments purement géométriques au sens d'Euclide. Cela englobe les concepts de points, de segments de droite, de plans, de dimensions, d'incidence, de parallélisme, de perpendicularité et d'angle. Avoir en mémoire, sous forme d'image mentale, une réserve d'objets géométriques normalisés et standardisés, à la fois en 2D et en 3D. Ça comprend des figures réelles telles que les triangles, des quadrilatères de divers types, des polyèdres comme les prismes, les pyramides et les cônes, ainsi que des solides arrondis tels que les cylindres, les sphères et les boules. Être capable de les identifier dans des objets concrets du monde physique ou dans des représentations graphiques. D'avoir connaissance de certaines de leurs caractéristiques qui se manifestent par exemple lors de la découpe d'un objet 3D, de comprendre les interrelations entre ces caractéristiques et de décrire verbalement ces objets ainsi que leurs propriétés. Enfin, être compétent pour anticiper les mouvements, les transformations et les déplacements d'objets tridimensionnels. Je vous présente maintenant qu'on va réviser quelques contenus en lien avec les polyèdres et les corons. Vous avez la classification des solides. On fait la distinction entre ceux dont les faces sont uniquement des polygones, nommés polyèdres, et ceux qui ne possèdent au moins une face, qui est une surface courbe, nommée coron. Donc, vous avez les polyèdres convexes, prismes, pyramides, non convexes, et vous avez les corons qui concernent boules, cônes et cylindres. Vous avez les polyèdres et les prismes. Les prismes font partie des polyèdres. Un prisme est un polyèdre ayant deux faces isométriques et parallèles, appelées bases, et possédant des quadrilatères en guise de face latérale. Les plus connus sont le triangle. Vous avez le quadrilatère carré, rectangle, trapèze. Vous avez le pentagone et l'hexagone. Donc, si c'est un triangle, prise sa base triangulaire. Si les faces latérales sont des carrés, rectangles, trapèzes, un exemple, prise sa base rectangulaire, un pentagone, prise sa base pentagonale, et les deux bases sont des hexagones, prise sa base hexagonale. Le nombre des faces latérales correspond au nombre des côtés du polygone servant de base au prisme. Dans les polyèdres, vous avez aussi les pyramides, qui est composée d'une seule base et dont les faces latérales sont des triangles qui se rejoignent en un sommet appelé apex. Vous avez la pyramide à base triangulaire. Vous avez la pyramide à base rectangulaire, où ça peut être à base carrée, ça peut être à base de trapèze, et ainsi de suite. Et vous avez un autre exemple, pyramide à base pentagonale. Donc, le nombre de faces latérales correspond au nombre de côtés du polygone servant de base de la pyramide. Vous avez un exercice simple, compléter les mots manquants. Donc, je regarde ici à droite, vous avez un cylindre, vous avez un cône, vous avez une boule. Donc, on dit vous avez un espace limité par un 10 à sa base. Donc, ça, c'est un cône.
à la surface formée par les segments joignant les points du cercle de base en un point fixe nommé S du cône. Le solide est limité par l'indice superposable de centres respectifs O et O', et la surface formée par des droites parallèles O s'appuyant sur les cercles, ça s'appelle, ce solide-là, c'est un cylindre. L'axe O', les deux disques en sont les bases. Puis vous avez, finalement, c'est soit, habituellement, c'est la sphère, le centre de rayon, un ensemble des points M tels que MO égale OM égale R. On peut vérifier. Voilà. Prochaine diapositive, vous avez des exemples à voir sur Internet, des ressources, soit sur AlloProf ou d'autres. Puis à la fin, vous avez un résumé des activités que j'ai fait avec vous. Pour le développement des solides. Les solides, ce sont des formes géométriques en trois dimensions. Par contre, il est possible de les développer afin de les représenter en 2D et par conséquent dessiner chacune des faces qui composent le solide. Ainsi, le développement des solides est une méthode qui permet de représenter des objets en 3D solides sous forme de figures planes 2D. Pour ce faire, on déplie les faces du solide le long de ses arêtes et on les dispose de manière à ce qu'elles forment une figure plane. Le développement d'un solide est connu aussi sous le nom de patron du solide. Donc, à partir des données associées, associe chaque développement à son solide. Cube, c'est une figure 3D. Attends, je comprends pas trop là. Je vais vérifier comme il faut. OK, il demande de remplir à chaque fois. Ah, OK, j'avais mal lu, excusez-moi. Pour identifier le numéro de la figure. Bon. Cube, je regarde. C'est la figure 3 parce que vous avez 5 faces carrées qu'on peut replier. Pavé, ben, c'est un prisme à base rectangulaire, c'est la figure 2. Un prisme, c'est la même chose qu'un pavé, c'est la figure 2. La figure 5, si je regarde, ça, c'est un cylindre. Pyramide, il faut trouver, il y a la figure 1 à base carrée. La figure 4, c'est un cône. Donc, vous avez un cercle et la zone qui est ici représente le secteur d'un cône. Ah, un autre prisme, on aurait dû le dire. Alors, vous avez un prisme à base hexagonale, la figure 6, qui correspond ici. La figure 5, pourtant, c'est bien un cylindre. Donc, je vais vérifier, là, si je vois la correction, parce que je n'ai pas écrit un majuscule. Donc, désolé, on va vérifier ça. C, majuscule. Pourtant, c'est la même chose. OK. Vous avez une vidéo qui revise quelques contenus en lien avec les représentations 2D des solides. Donc, un objet est très, très séquement tridimensionnel, mais lorsqu'on essaie de le représenter sur une surface bidimensionnelle, il perd une dimension. Pour créer l'illusion de la tridimensionnalité dans un dessin ou une représentation, on doit faire appel aux techniques de projection. Donc, c'est important de quand même le regarder quelques instants.
Et voilà la présentation du vidéo. Je vous invite par la suite, dans le même module 5, à lire un extrait de ma maîtrise en mathématiques, les rôles de la perception, de la visualisation et des connaissances spatiales. Il s'agit du conflit vue-su, présenté dans mon mémoire de maîtrise en mathématiques. Donc, vous avez ensuite analyse de tâches où vous devez répondre aux différentes questions issues de mon mémoire de maîtrise. Vous avez l'exemple ici, Amélie a un bel octaèdre régulier en bois massif s'acheminer, mais elle trouve prend trop de place et décide d'en scier une partie autour de chaque sommet. Elle marque précisément les points A, B, C, D au tiers de chaque arête, jointe en un sommet, S1, et elle scie selon le plan qui passe par les points A, B, C et D. Elle refait la même opération avec les autres sommets de l'octaèdre. À la fin, elle retrouve avec des pyramides détachées de la partie centrale, qui a un nouveau polyèdre tout à fait intéressant. Elle marque tout simplement, oui, excusez-moi, on répond aux questions maintenant. Combien de nouveaux polyèdres a-t-il de faces? Est-ce qu'il y en a 12, il y en a 14, il y en a 16 ou 10? Dans la question en développement, on peut se demander quelles sont les difficultés que les élèves pourraient rencontrer en lien avec la partie A de la tâche. Donc, vous avez ici un exemple, ben, c'est la réponse, là, mais vous écrivez tout simplement qu'est-ce que vous avez à décoder, pardon. Donc, lorsqu'il s'agit de découper un octaèdre tronqué en sections définies par des points spécifiques, les élèves peuvent rencontrer des difficultés. Ça peut être dû au fait qu'ils ne disposent que d'une représentation en 3D de l'octaèdre fourni avec leur questionnaire. Ils n'ont pas accès à l'objet physique. Par conséquent, ils doivent visualiser mentalement les parties du solide qui sont cachées dans la représentation 2D. Ça va exiger souvent d'imaginer l'objet sous d'autres angles que celui représenté en 2D. Ça implique une série d'images mentales pour comprendre la structure du solide après la rotation. Vous avez une question en développement. Voici les réponses obtenues pour la partie A de la tâche. Puis ensuite, que pouvez-vous en déduire? Ben, on peut vérifier difficulté à, je dirais dire, à décoder la représentation. Donc, je peux écrire ça. Si c'est pas tout à fait ça ou c'est incomplet, on peut recommencer. Donc, je clique à vérifier. On montre la solution. Donc, vous voyez, il y a une définition, ben, c'est-à-dire, j'explique les réponses incorrectes, les réponses correctes. Ça peut indiquer que la visualisation nécessite une compréhension approfondie de la structure des arêtes, des phases, des sommets de l'octaèdre tronqué. Vous avez une autre question de développement. C'est l'extrait de la production d'un élève, la copie 27, où il a représenté l'objet, l'octaèdre tronqué. Bon, comment ça manifeste le conflit vue-su? Ben, je vous invite à l'essayer, puis vous allez avoir la réponse ici. Donc, je vous résume pas tout ça, là. Ben, tout simplement, il y a une différence entre ce que l'élève a vu et ce qu'il aurait dû voir en termes de géométrie et de représentation spatiale. Une fois que ça c'est fait, vous avez à la synthèse et évaluation. Puis là, dans le module 5, on a étudié les difficultés en lien avec la géométrie de l'espace. On a porté une attention particulière aux représentations 2D des objets 3D. Puis on a revisité les solides et leurs représentations. Ça nous a permis de réaliser une analyse a priori des tâches ainsi que des démarches des différents élèves. Ça là va vous permettre de
compléter votre évaluation. Si je revois à l'évaluation, je clique dessus. Je pourrais la prévisualiser. Je démarre une tentative. Et vous avez les différentes questions ici. Donc, je vais les lire. Un solide formé de quatre angles et un carré est appelé. Fait que là, vous devez choisir. Vous avez un cube A, B, C, D, E, F, G, H avec I le centre du carré, A, B, C, D, J le milieu de A, E et K le milieu de A, F. Vous devez répondre à la question suivante. Laquelle des propositions suivantes est-elle vraie? Donc, GF est perpendiculaire à B, AED parallèle à IJK, JK parallèle à DC ou IK est perpendiculaire à AF. Dans la figure ABC, DEF, GH, parallélé, pipède, rectangle, ou encore prise à barre rectangulaire, laquelle des propositions suivantes est fausse? Donc, vous lirez bien les différentes questions. Question 4, vous avez une tâche proposée dans un manuel scolaire. On demande les points I, J et K sont-ils dans un même plan? En lien avec cette tâche, indiquez laquelle, pardon, des infos, affirmation suivante est fausse. Donc, l'élève s'appuiera sur le vu pour répondre à la question. Cette table met de l'avant la propriété qui dit que trois points non alignés déterminent un seul plan. C. L'élève devra mobiliser ses connaissances spatiales en lien avec les objets géométriques et leur organisation. Excusez-moi. Et D. La tâche donne assez d'infos pour que les élèves s'appuient sur le dessus. Vous avez une copie d'élève, question 5. Note, le point D a été dessiné par l'élève. Les droites D et D' de l'espace sont-elles séquentes? Donc, il a indiqué oui, puis il a justifié, elle ne coupe en un point D. Puis là, à partir de cette copie, vous devez indiquer laquelle des informations sont vraies. Plusieurs choix peuvent être corrects. Donc, je vous invite à compléter tout ça. Et quand vous avez terminé, vous faites tout envoyer et se terminer. Je vais aller maintenant, excusez-moi, au module 6 pour terminer. Donc, là, le module 6, c'est le concept de mesure et les difficultés des élèves. On commence avec quelques repères sur le théorème de Pythagore. Donc, on va visionner ensemble le cours vidéo très intéressant.
OK. Par la suite, il y a la justification du théorème de Pythagore. Vous avez une vidéo qui présente la justification secondaire, mais ce n'est pas une démonstration. Elle peut être présentée aux élèves à l'aide d'un logiciel de géométrie ou encore de matériel de manipulation. Pour réaliser une démonstration, il faut s'appuyer sur des calculs algébriques. Donc, je vous invite à visualiser la démonstration animée du théorème de Pythagore. On peut la regarder ensemble. OK. Vous avez ici vers une démonstration du théorème de Pythagore. Donc, je vous invite à lire qu'est-ce qui est présenté dans cette démonstration-là. Puis vous avez la solution qui apparaît ici. Ensuite, vous avez des exercices et problèmes. Vous avez, par exemple, ici, la question à choix multiple. Selon les mesures d'un triangle donné, déterminer lequel des triangles est rectangle, soit la réciproque du théorème de Pythagore. Il y a plusieurs réponses correctes qui sont possibles. Donc, évidemment, il y a du calcul à faire à la calculatrice pour vérifier. Donc, vous cochez l'endroit. Je vous rappelle que la plus grande cathète, vous avez deux cathétes et le plus long segment, pardon, va être nommé l'hypoténuse. Donc, vous ferez attention si les deux cathètes sont représentés par les lettres variables algébriques A, B et la plus longue hypoténuse, pardon, est la plus grande valeur numérique, C. Vous avez ici un problème à résoudre, donc vous devez le faire et l'essayer. Lucie place une échelle de 3,5 mètres contre un mur. La distance du mur au sommet de l'échelle est 3 mètres. L'échelle est éloignée du mur sur le sol. Le mur a été perpendiculaire au sol. Donc, vous essayez quelque chose. Supposons que je rentre seulement des lettres, puis montrer la solution. Vous avez l'exemple de la solution ici. Vous pouvez recommencer le problème, bien entendu. Le problème 2, j'ai un tunnel à sens unique d'une largeur de 44 mètres. 40, il y a une erreur dans le texte, c'est 4 mètres. Elle consiste de deux voies verticales. Donc, 2,52, 2,5 mètres de haut, surmontée d'une voie semi-circulaire de 4,4 mètres. Un camion de 2,62 de mètres de large doit le traverser, sachant qu'il roule parfaitement au milieu de la chaussée. Quelle peut être la hauteur maximale de ce camion? Donc, si je vous marquez ça pour vérifier, vous pouvez montrer la solution. Et je vous invite, là, ici, la solution est en forme de vidéo. Donc, si vous cliquez sur le lien, on ne l'écoutera pas au complet. Donc, je vous invite à visionner cette vidéo.
tout simplement. Par la suite, vous avez encore des rappels mathématiques qui concernent les aires et périmètres. Vous avez un tableau qui résume les aires et les périmètres des figures planes usuelles. Donc, pour le carré, C au carré. Pour le périmètre 4C. Pour un rectangle, grand L fois petit l. Pour grand L largeur, petit L, longueur, pardon, petit L largeur. Et le périmètre 2 fois grand L plus petit l. Vous avez l'aire d'un rectangle, base fois hauteur. Et 2 fois base plus hauteur. Il y a une erreur dans le C, c'est pas C. Oui, on peut dire que... Oui, c'est correct, pardonnez-moi. B puis C, c'est correct. Et vous avez ensuite la formule de l'aire d'un trapèze, son périmètre, la formule de l'aire d'un losange, grand D fois petit d sur 2, d'un triangle, et la formule de l'aire d'un cercle, pi r au carré et son diamètre, 2 pi r ou pi fois d étant le diamètre. Vous avez une lecture qui concerne la construction et l'apprentissage du concept d'âge chez l'enfant du primaire. Vous avez le texte qui est complet sur Moodle, en référent à Module 6. Donc, un texte de Bernard Hérault très intéressant qui amène les différentes difficultés possibles vécues par les élèves. Ensuite, vous avez des exercices, analyse de production des élèves. Premièrement, premier exercice, dans les exercices suivants, il est demandé de calculer le périmètre et l'aire des figures données. Donc, quels sont les périmètres et les aires des figures A et B de l'image? Donc, vous avez les consignes analyse, production, élève. Puis là, vous avez à le faire et à vérifier votre démarche. Vous avez, deuxième question, la réponse d'un élève à la tâche demandée. Pour la figure A, qu'est-ce que l'élève n'a pas compris? Vous complétez et ensuite vérifier. Vous avez, troisièmement, la réponse d'un élève à la tâche demandée pour la figure B. Puis qu'est-ce que l'élève n'a pas compris? Donc, c'est toujours en lien avec le périmètre. D'abord, faire l'activité et cliquer sur vérifier. OK. Ensuite, vous avez une courte 5 diapositives concernant les difficultés des élèves, donc c'est important à revoir. Dans l'article d'Hérault, nous avons vu l'importance des unités de mesure pour la construction de la notion d'aire et du périmètre au primaire. En effet, une compréhension inadéquate de l'unité peut amener les élèves à utiliser les formules d'aire de manière incorrecte, à ne pas considérer, par exemple, l'unité carrée comme étant l'unité d'aire, à ne pas être en mesure de relier le nombre de carrés d'un recouvrement à la mesure de l'aire, ou à avoir des difficultés à réaliser des changements d'unité. Les difficultés des élèves au niveau de l'apprentissage des formules d'air, plusieurs difficultés peuvent être rencontrées par les élèves. La première étant la compréhension des concepts. Cela concerne, c'est-à-dire des élèves qui peuvent avoir du mal à comprendre pourquoi les formules d'air fonctionnent. Ils peuvent voir les formules d'air comme des règles arbitraires, plutôt que des outils pour quantifier la superficie d'une forme géométrique. Deuxième difficulté, confusion entre les formules. Les élèves peuvent parfois confondre les formules d'air pour différentes formes géométriques, ce qui peut reconduire à des erreurs de calcul. Par exemple, ils pourraient essayer d'appliquer la formule d'air d'un rectangle à un triangle. Troisième difficulté, difficulté à mémoriser les formules. Mémoriser les différentes formules d'air pour les rectangles, carrés, triangles et cercles peut être un défi pour certains élèves, en particulier s'ils ne comprennent pas la logique derrière ces formules. Autre difficulté, quatrième, incertitude sur le choix des éléments utilisés. Dans les formules d'air, pour les triangles et les parallélogrammes, le choix de la base et de la hauteur peut parfois être ambigu. Oubli des étapes de calcul. Les élèves peuvent oublier des étapes importantes lors du calcul d'air, comme la division par deux,
dans la formule de l'aire d'un triangle. Cela peut conduire à des réponses incorrectes. Sixième difficulté, difficulté avec les unités de mesure. Comprendre quelles unités de mesure utiliser dans les calculs d'air et comment effectuer des conversions d'unités peut être une source de confusion. Septième difficulté, les calculs incorrects. Les erreurs de calcul, telles que la multiplication ou la division incorrecte, peuvent entraîner des réponses incorrectes lors de l'application des formules d'air. Vous avez un exemple ici, à savoir quelle stratégie a été utilisée par les élèves pour justifier l'aire d'un triangle. Donc, on écoute le petit vidéo. OK. Bon. Ensuite, vous avez un rappel mathématique sur les volumes. Vous avez, par exemple, la source Les bons profs sur l'espace, le volume du cube ci au cube, le pavé droit ou parallélépipède rectangle ou prisme à base rectangulaire. Donc, longueur fois largeur fois hauteur. Le prisme droit, l'aire de la base fois la hauteur. Le volume d'un cylindre, donc pi r au carré fois h qui est la hauteur. La pyramide, dépendamment de la base, ben, c'est toujours la formule générale, l'aire de la base, fois la hauteur h divisé par 3. Le cône, donc pi r au carré fois h divisé par 3. La sphère ou la boule, 4 tiers pi r au cube. Finalement, dans ce module, on a étudié les difficultés en lien avec la géométrie de l'espace. On a porté une attention particulière aux représentations 2D des objets 3D et on a revisité les solides de leur représentation. Ça nous a permis de réaliser une analyse a priori des tâches ainsi que des démarches des élèves. Tous ces éléments vous aideront à faire votre évaluation sommative du module 6 sur Moodle. Je vous présente maintenant l'évaluation sommative, pardon, qui est maintenant accessible. Je vais vous la montrer. Donc, première question, parmi les mesures suivantes, lesquelles forment des triangles rectangles? Donc, vous devez tout simplement vérifier. Il peut y avoir plus d'une bonne réponse. Donc, vous devez choisir au moins une réponse. A, B, C, D. La question 2, c'est le problème du réfrigérateur. Vous avez un réfrigérateur qui mesure 2,10 mètres de longueur par 70 centimètres de largeur. Et vous avez la hauteur du plancher à aller au plafond de 2,20 mètres. Est-ce que le déménageur pourra-t-il redresser ce réfrigérateur? Indiquer une courte réponse en justifiant mathématiquement. Donc, très probablement à utiliser le théorème de Pythagore.
Troisième question. Indiquez et précisez 7 difficultés dans l'apprentissage des formules d'air. Donc, vous écrivez votre réponse dans les cases vides, les cases manquantes, pardon. Quatrième question. Dans l'exercice suivant, c'est demandé de déterminer l'aire de la figure A. Je vous rappelle que les carreaux de la figure font 1 cm². Vous avez la réponse de l'élève. Donc, il a écrit 6 fois 8 égale 48. Il a écrit 6 fois 6 égale 36. Il a fait 46 plus 36 égale 84 cm². Vous devez m'indiquer 2 difficultés vécues par cet élève. Cinquième question. On demande quel est le périmètre de la partie ombrée du prisme ci-dessous. Les sommets du triangle ombré sont les points milieux du côté de l'hexagone, dont l'aire est 94,5 mm². Vous devez arrondir la réponse au centième. Donc, vous avez un calcul à faire. Utilisez le théorème de Pythagore. Et je vous précise que l'apothème dans l'hexagone va pouvoir vous être utile. Alors, je vous souhaite, c'est ce qui termine la présentation du module 5 et 6. Et je vous souhaite de belles réussites. Alors, merci. Au revoir.